Bonjour à tous et à toutes, vous êtes super nombreux. Wouhou. Alors, moi je vais vous parler de finance, même si d'habitude on trouve que c'est pas un sujet hyper passionnant. Depuis que je me suis un peu plongée dans le truc, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et je vais vous raconter pourquoi. Avec l'effondrement du Rana Plaza, il y a de plus en plus de consommateurs qui ont commencé à demander aux marques qui fabrique mes vêtements. Et ça induit des gros changements dans notre industrie. Mais on ne transforme pas en profondeur une industrie comme l'industrie textile sans se poser une autre question fondamentale. D'où vient l'argent? Si vous avez à cœur des valeurs écologiques et des valeurs sociales, savoir qui fabrique vos vêtements est au moins aussi important de savoir qui finance. À l'heure actuelle, il y a 3 acteurs qui possèdent et tiennent les bourses des entreprises. Il y a ce qu'on appelle les équipes fondatrices, c'est-à-dire les gens qui ont créé les entreprises et qui les possèdent toujours après. C'est le cas de Decathlon, par exemple, qui appartient à la famille Mullier. Il y a aussi les marchés financiers, la bourse. La plupart des marques de fast fashion sont cotées en bourse. Et le 3e acteur, c'est les fonds d'investissement. Par exemple, The Couples, ou Camaïeu, ou encore le groupe Vivarte appartiennent à des fonds d'investissement. Alors, j'ai une petite définition du fonds d'investissement. C'est pas un effet de style, c'est vraiment parce que j'oublie à chaque fois. Du coup, voilà. Un fonds d'investissement est un organisme qui place l'argent de gros investisseurs pour récupérer le plus d'intérêt possible au bout de 4 à 10 ans. Fin de la citation. Alors, comment un fonds d'investissement fait pour récupérer son argent au bout de 4 à 10 ans? Eh bien, il a 3 options. 1. Revendre l'entreprise à une autre entreprise, en espérant que sa valeur ait beaucoup augmenté entre-temps. 2. Revendre l'entreprise à un fonds d'investissement, en espérant toujours, à un autre fonds d'investissement, en espérant toujours que sa valeur ait beaucoup augmenté. Et la 3e option, c'est d'introduire l'entreprise en bourse. Que ce soit les marchés financiers ou les fonds d'investissement, ces 2 entités se désintéressent totalement des valeurs écologiques et sociales. La seule chose qui les intéresse, c'est de faire beaucoup d'argent et de le faire vite. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser les entreprises et les marques qu'ils possèdent à la croissance. Or, une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées est une aberration écologique. Si je vous demande qu'est-ce que c'est le premier problème environnemental de l'industrie textile, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Bon, c'est un effet de style, je m'en fous de vos réponses. Vous allez peut-être me répondre que c'est le coton conventionnel et les pesticides qui sont utilisés. Vous allez peut-être me répondre que c'est les microfibres qui sont relâchées par les vêtements en polyester qu'on lave chaque jour. Vous allez peut-être me répondre que c'est le chrome qui est utilisé pour tanner le cuir, ou encore le faible nombre de vêtements recyclés sur la totalité qui est jeté. Eh bien, c'est faux. Le premier problème environnemental de l'industrie textile, c'est les volumes qu'elle produit. Parce qu'il y a une équation qu'on ne pourra jamais effacer. Produire, c'est polluer. Et la meilleure chose de réduire notre impact environnemental, c'est de produire moins. Il vaudra toujours mieux produire un t-shirt que 2, même si ces 2 t-shirts sont faits en coton biologique. Depuis 20 ans, la consommation de vêtements a doublé en France, alors que la population a augmenté seulement de 10%. Si l'industrie textile veut vraiment adresser les problèmes écologiques qu'elle a elle-même créés, elle doit commencer à se rendre à l'évidence, il faut produire moins. Pourtant, toutes les marques qui prennent la parole sur l'environnement, qui se portent un petit peu comme des porte-paroles justement de l'environnement, qui sont là un peu pour sauver notre planète, dans tous leurs discours, je ne vois jamais de gens qui parlent justement de ce besoin de décroissance. Dernièrement, Nike a sorti un guide à l'usage des autres marques qui veulent faire du durable. Vous pouvez le regarder de haut en bas, de droite à gauche. À aucun moment, il nous parle de cette nécessité de la décroissance. Et pourquoi? La réponse, elle est hyper simple. Parce que c'est complètement incompatible avec leurs objectifs de croissance. Parce que c'est complètement incompatible avec les objectifs de ces fonds d'investissement et des marchés financiers. Du coup, pour réconcilier cette notion de croissance et tout le discours écologique qu'ils portent, on va vous faire croire quelque chose. On va vous faire croire qu'on peut continuer à consommer pareil, on va vous faire croire qu'on peut continuer à produire pareil, tout en réduisant son impact environnemental grâce à la magie de la technologie. On va vous parler d'aspirateurs géants à gaz à effet de serre ou de nouveaux textiles innovants. De la même manière qu'à une certaine période, on parlait des OGM comme la solution à la question « Comment nourrir la planète ?» C'est une illusion. Et je vais reprendre cette citation. En l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de solution technologique qui permette à toute la planète d'avoir notre niveau de confort actuel sans mettre en péril le climat et le vivant. Et les gens qui vous disent le contraire se trompent par ignorance, ont fait des erreurs de calcul ou mentent par intérêt. À l'heure actuelle, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour la planète et que vous êtes une marque
voilà, qui a des intérêts écologiques, ce qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est qu'il faut que chaque année, il se vende de moins en moins de vêtements en France. Au-delà de l'impact écologique de la course à la croissance, il y a aussi des impacts sur les consommateurs. Quand vous êtes une marque et vous avez déjà une part assez significative du marché de l'habillement, vous avez une enseigne dans à peu près toutes les villes de France et d'ailleurs. Dans les placards de chaque Français, il y a au moins 3 ou 4 vêtements qui portent votre logo. Comment est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire de la croissance? La réponse est simple, en faisant acheter aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Et pour ça, tous les coups sont permis. Renouvellement permanent des collections, capsules, quantité limitée, promotion, vente privée, ouverture de nouveaux magasins, publicité sur Internet, publicité à la télé, publicité à la radio. Bref, toute l'énergie est mise à vous faire désirer des choses dont vous n'avez pas besoin, plutôt que de faire des vêtements qui durent longtemps. Je crois aussi que cette course à la croissance et que le fait que ce soit des entités froides qui possèdent nos entreprises est responsable de toutes les catastrophes sociales qui ont traversé notre industrie. Parce que si vous possédez une entreprise et que vous allez visiter l'usine de Rana Plaza, est-ce que vraiment vous auriez donné l'autorisation de produire dans ces conditions-là? Si vous avez pu le voir de vous-même, est-ce que vraiment vous auriez dit que le plus important c'était la course à la croissance? Moi je crois pas. Moi je crois qu'il y a très peu d'êtres humains qui auraient pu visiter cette usine et fermer les yeux sur les conditions de travail. Du coup, la seule manière de ne pas avoir cette réalité et de poursuivre la course à la croissance, c'est que les personnes qui fixent ces objectifs ne soient en fait pas des personnes, ce soient des entités non humaines, ce soient des fonds d'investissement, ce soient les marchés financiers qui ne regardent pas la réalité, mais seulement des indicateurs dans un tableau Excel. Du coup, on peut se demander, quand on a une entreprise durable, où est-ce qu'on doit aller chercher l'argent? Qui doit tenir nos bourses? Qui doit nous posséder? En fait, il faut que les personnes qui possèdent l'entreprise aient à cœur, pensent que les critères environnementaux et sociaux sont au moins aussi importants que les critères économiques. Donc il y a plusieurs formes pour ça. Il y a les entreprises qu'on dit familiales, c'est-à-dire qui sont possédées par une famille. Encore faut-il que cette famille ait des valeurs. Mais ça, c'est le cas de Patagonia, par exemple. On peut aussi avoir des entreprises qui sont possédées par leurs salariés. Enercop, Biocop, et en général pas mal de coopératives. Dernièrement, on voit aussi l'émergence de fonds d'investissement éthiques, c'est-à-dire des fonds d'investissement comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais au lieu de maximiser seulement des critères financiers, ils essaient de maximiser aussi des critères éthiques et écologiques. Moi, je crois que ces fonds d'investissement éthiques ne pourront être une solution qu'à partir du moment où ils sont evergreen, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de vous revendre au bout de 4 à 8 ans. Et enfin, la dernière manière de financer une entreprise durable, c'est de demander aux citoyens de prendre part à l'actionnariat. Et c'est ce qu'on a fait chez Loom. On a fait ce qu'on appelle une levée de fonds participative, ou crowd equity. En gros, ce qu'on a dit, c'est on a demandé aux particuliers s'ils voulaient être actionnaires chez nous. Et nous, ce que ça nous permettait, c'était de ne pas sacrifier nos valeurs pour une rentabilité économique court terme. En 4 jours, on a récolté la somme dont on avait besoin, ce qui est un peu un record en termes de levée de fonds. Mais la vraie solution, en fait, c'est pas... pour moi, le vrai truc qui pourra changer... Qui fera un switch entre entreprise classique et entreprise durable, c'est quand l'État aura décidé de taxer les externalités négatives que génèrent les entreprises. À partir du moment où, quand vous polluez ou que vous générez des gaz à effet de serre, vous devez payer pour ça, à partir du moment où, quand vous dégradez des conditions de travail ou quand des gens tombent malades parce qu'ils travaillent pour vous, vous devez le payer économiquement, alors la course à la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aura plus lieu d'être. On peut se poser la question, quand on est une entreprise durable, comment faire pour lutter face aux gens qui ont énormément d'argent et qui peuvent faire la même chose que vous en plus gros. Parce qu'il faut savoir que la course à la croissance, une manière de la gagner pour ces entreprises, c'est d'établir un monopole. C'est ce qu'a fait Starbucks. Starbucks, au début, pour croître, ils ouvraient plein de Starbucks dans un même périmètre. Résultat, la clientèle se diluait entre les différents cafés et les petits cafés indépendants ont mis les clés sous la porte les uns après les autres. Et Starbucks a réussi une course à la croissance incroyable en établissant un monopole. Il n'y a pas un design, il n'y a pas un textile, il n'y a pas une manière de communiquer qui ne soit pas copiable avec de l'argent. La seule chose qui n'est pas copiable, ce sont vos valeurs. À aucun moment, le consommateur ne se trompe. À aucun moment, le consommateur ne fait l'amalgame entre une marque dont le seul objectif est la croissance et l'autre qui a mis au cœur de son projet la justice sociale et environnementale. Or, les valeurs d'une marque, elles ne peuvent pas être portées par une personne qu'on nomme un jour responsable RSE. Les valeurs d'une marque, elles sont portées bien sûr par les employés. Elles sont portées par les dirigeants et les dirigeantes des entreprises et elles sont bien sûr portées par les personnes qui financent et qui tiennent les bourses des entreprises. Je voudrais conclure en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps.
On m'a demandé si je pensais que la mode éthique, c'était une tendance qui allait durer. Et j'étais waouh. En fait, je me suis dit que cette personne n'avait vraiment pas compris quelque chose. Elle n'avait pas compris que le durable, ce n'est pas une tendance. C'est pas quelque chose qui arrive là et qui sera remplacé dans 2 ans par des imprimés léopards. Le durable, c'est un symptôme d'un changement profond de nos sociétés. Hier, ce qui était vu comme un élément de réussite, avoir un gros 4x4 ou prendre beaucoup l'avion, est aujourd'hui un motif de honte. Et c'est vraiment la meilleure nouvelle qui puisse arriver à nos sociétés. Parce que quand la surconsommation n'aura plus lieu d'être, la course à la croissance s'arrêtera aussi. Merci beaucoup.